dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement en immobilier à travers les SCPI. Et c'est le directeur général de Sofidy, Jean-Marc Peter, qui est à mes côtés en plateau. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Parlons des enjeux immobiliers à travers la stratégie de Sofidy. 2024 a été une année où le cash que vous avez accumulé a commencé à être redéployé. Je veux bien que vous nous disiez comment, Jean-Marc. Et 2025 va être quoi? L'année de l'accélération du redéploiement du cash de Sofidy. Qu'est-ce que ça nous dit du cycle immobilier là? Alors, absolument. Le cycle immobilier, clairement, pour Sofidy, c'est le moment d'acheter. Et c'est le moment d'acheter depuis, je dirais, 2024 et vraisemblablement tout 2025 et peut-être un bout de 2026. Donc, la stratégie qu'on a mis en œuvre, à l'époque, elle était un peu polémique. Ça a été de freiner nos investissements. Et en 2023, on a très peu investi. On a investi le quart de ce qu'on investissait normalement. Donc, on a déployé en 2024 près de 600 millions d'euros dans de très bonnes conditions. Donc le rendement net moyen de nos achats en 2024, c'est 8,4%. Donc c'est très bon pour le métabolisme des SCPI. Et notre objectif en 2025, parce qu'on a encore du cash, c'est d'investir au moins 900 millions d'euros et peut-être plus. Ce qui veut dire que finalement, en 2 ans, 2024 et 2025, on aura investi 1,5 milliard, c'est-à-dire 20% de nos SCPI. Des encours ? Des encours. Et donc, on est, de notre point de vue, en bas de cycle. Alors, les cycles, c'est des sinusoïdes, et le bas de la sinusoïde est assez plat. Donc, ça veut dire qu'on a effectivement... Il y a une fenêtre de tir, quoi. Il y a une fenêtre de tir, et donc, c'est bien d'avoir du cash, c'est bien d'investir. Et là où on investit, c'est partout en Europe. On est très opportuniste. On a retenu une opération qu'on a fait début 2024, qui était assez marquante, puisque c'est le rachat du centre au Paris Nord, qui est un centre commercial qui accueille 11 millions de visiteurs. Qu'on a le plus gros deal dans le retail de 2024 en France. C'était le plus gros deal dans le retail en 2024 en France. Donc c'est double digit, c'est-à-dire en fait le rendement à l'achat était supérieur à 10%. Donc ça a fait un bien fou à nos fonds et notamment à un petit fonds qu'on a lancé qui s'appelle Sophie Dynamique, mais aussi Immorente et Fimo et tous nos autres fonds. Et pour le reste, c'était un peu du même tonneau puisque au total en 2024, 8,4% de rendement net. Comment on profite de ces bas de cycle? Alors déjà, vous avez donné quelques pistes, mais je veux dire, en termes de cible d'acquisition, est-ce que c'est le moment où on peut aller chercher une qualité un peu différente dans les actifs? Est-ce que les valorisations ou est-ce que les prix de marché permettent justement de se pencher sur des actifs qui sortent un petit peu des standards de qualité pour vous, Jean-Marc? Alors, on reste très granulaire, très diversifié. Ça, c'est un peu notre marque de fabrique et c'est ce qui nous a permis de traverser cette crise, c'est ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que faire des bons coups, c'est aussi se permettre d'acheter des choses un peu plus grosses, comme le centre au Paris Nord, parce que plus on monte, moins il y a d'oxygène et moins il y a d'acheteurs. Et donc là, il y a des capacités de faire des coups assez intéressants. Pour des actifs de taille plus petite, et ça c'est bon signe pour le marché immobilier, on sent que la concurrence est en train de revenir et on sent que le marché de l'investissement immobilier en 2025 va sans doute redémarrer, ce qui est une bonne nouvelle. Alors on ne connaît pas encore la vitesse, mais clairement on est en phase de redémarrage, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les valorisations en général. Votre grande spécialité c'est le commerce, le retail, Jean-Marc, au Paris Nord étant effectivement la grande transaction de 2024. Qu'est-ce qui vous fait être aussi confiant aujourd'hui sur le commerce en général, 5 ans après le Covid, 5 ans après l'idée qu'on allait peut-être changer de monde? Alors, le commerce, c'est la classe d'actifs immobilières qui a le moins corrigé à la baisse pendant les 2 années de crise qu'on vient de connaître. Alors, il y a plein de raisons à ça. Une raison un peu mécanique, c'est qu'il y a eu très longtemps un commerce bashing. On n'aimait pas le commerce parce qu'on avait peur que le e-commerce détruise le commerce physique. Et donc, le commerce avait assez peu monté, alors que d'autres classes d'actifs, comme les bureaux, étaient montées jusqu'au ciel. Le commerce n'avait pas beaucoup monté, donc il a beaucoup moins descendu. Et la deuxième raison, c'est une raison de
de fond, c'est qu'en fait, on se rend compte que le commerce fonctionne bien. On s'en est bien rendu compte à la sortie du Covid. Et on se rend compte aussi que, en fait, le e-commerce, on arrive à un plateau et que les enseignes qui fonctionnent sont celles, justement, qui arrivent à amalgamer le commerce physique et le commerce digital. Les enseignes de prêt-à-porter dont on parle souvent, oui, qui ont des problèmes, c'est celles qui n'ont pas réussi à développer un pourcentage de leur chiffre d'affaires important en digital. Et puis, on dit que le prêt-à-porter fonctionne très mal, mais il y a une sous-catégorie de prêt-à-porter, juste pour donner un contre-exemple, qui fonctionne très bien, c'est la vente de sneakers, de chaussures de basket. sport. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai. Et le commerce, de toute façon, en général, est d'une grande créativité, avec plein de concepts qui arrivent et qui naissent tous les ans. Et c'est ça, j'allais dire, on arrive à compenser. C'est vrai que quand on fait la chronique des faillites des enseignes textiles des années 80 ou 90, la liste est très très longue. Mais à côté de ça, vous dites, dans les centres commerciaux, les exploitants, les opérateurs arrivent à attirer des remplaçants, les baux sont souscrits, sont payés, les places, les emplacements sont pleins. Les centres commerciaux, on voit ça dans les résultats des foncières cotées, type Unibail ou Klépierre, ont retrouvé et même dépassé les niveaux qu'ils avaient connus avant le Covid. Et d'une façon plus générale, nous, on est très évidemment connectés à cette stratégie qui consiste à privilégier l'emplacement, et on croit beaucoup aux grandes métropoles qui bénéficient encore d'un effet démographique. Il y aura... Et tout le monde n'est pas d'accord, mais les spécialistes le confirment, de plus en plus d'urbains et de moins en moins de ruraux. Donc, certes, il y a du commerce qui souffre dans les villes de taille moyenne avec une démographie faible. En revanche, les métropoles connaissent une démographie qui est croissante. Et les emplacements, les bons emplacements, trouveront toujours un locataire. Reste la question du bureau, Jean-Marc. Alors, vous parliez du commerce bashing, on sort du commerce bashing. On est encore dans le bureau bashing aujourd'hui. En revanche, c'est un cycle un peu décalé de ce point de vue-là. On est encore dans le bureau bashing, mais une chose dont tout le monde doit être convaincu, c'est que le bureau n'est pas mort. Le bureau n'est pas mort. Là, on est vraiment au creux de la vague. On aura besoin des bureaux, et on voit aussi qu'il y a certains phénomènes qui sont en train de se mettre en place progressivement, comme, entre guillemets, le retour au bureau. C'est en fait un reflux du télétravail, où on se rend compte que finalement, le télétravail, quand c'est trop excessif, ça nuit à la performance des entreprises, à la créativité et au bien-être ensemble des équipes. Et donc, le bureau va retrouver quelque part un intérêt. C'est peut-être un peu tôt, mais il faut savoir être contrariant. Et moi, je demande à tout le monde de regarder attentivement ce qui va se passer en 2025 à la Défense, qui est un peu le symbole de cette souffrance. Plus que, oui, le benchmark. Et dont on sent peut-être que la renaissance... Mais c'est pas garanti, non. J'invite tout le monde à suivre ça. On va suivre avec intérêt ce qui se passe à la Défense. Alors là, on est à la frontière même des questions de sociologie du travail. Mais s'il faut faire revenir des salariés qui ont pris le goût et l'habitude du télétravail, il faut leur proposer quelque chose au bureau. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut les ramener dans le bureau comme ceux qu'ils ont connus il y a 5 ans, avec table, chaise Certes, le bureau doit évoluer. Il faut peut-être plus d'espace où on est ensemble, où on vit ensemble, où on travaille ensemble, que de bureaux individuels. Mais ce n'est pas une révolution. Le bureau a toujours évolué. Il a toujours évolué sur les 50 dernières années. Ouais. Donc ce n'est qu'une évolution en plus que je pense tout le monde a en tête. Quand en plus, on doit aussi penser à la consommation énergétique des bureaux, ça fait partie de ces travaux permanents sur des dizaines d'années que les propriétaires de bureaux font sans rechigner, et qu'ils ont toujours fait et qu'ils vont continuer de faire. Donc ça ne veut pas dire forcément moins d'espace de bureau demain? Non, mais de toute façon, je vais vous dire une chose, notamment en France, le télétravail, on se rend compte bizarrement que le télétravail, c'est surtout le lundi et le vendredi, et que finalement, tout le monde est au bureau le mardi et le jeudi. Et donc, ces entreprises qui pensaient que le télétravail allait leur permettre de réduire leur utilisation de mètres carrés, finalement, se trouvent confrontées au même problème, puisque toutes les équipes viennent les mêmes jours. Ouais. Donc, les bureaux doivent évoluer, ils sont en train de le faire, ils l'ont toujours fait, et sans aucun doute, les salariés seront contents de progressivement revenir. Alors, à quelle vitesse, je ne sais pas, mais l'impulsion est là.
du point de vue de l'épargnant, de votre client final, là, comment est-ce que les SCPI et vos SCPI se positionnent aujourd'hui? Il y a eu quand même une séquence très très compliquée et pour certaines d'entre elles, c'est peut-être pas terminé. Jean-Marc, là on retrouve, alors c'est un peu technique, mais on retrouve de la pente sur la courbe des taux. Les produits monétaires sont un peu moins intéressants que d'autres produits de taux un peu plus longs. Ça veut dire que la place des SCPI, enfin les SCPI retrouvent une place centrale dans l'allocation d'un épargnant traditionnel français aujourd'hui, Jean-Marc? Oui, il y a eu une période un peu spéciale ces 2 dernières années, pendant 18 mois, où la courbe des taux était inversée. Ouais. C'est-à-dire qu'il était plus intéressant de placer son argent à court terme sans risque que de prendre des risques en le plaçant à long terme. Et ça a été fait. Les masses d'argent qui ont été mises sur des produits courts ont atteint des niveaux stratosphériques. Les livrets, les fonds euro boostés, les produits structurés, les fonds obligataires datés court terme, ça a effectivement attiré beaucoup d'épargne. Ça, c'est fini, puisque la courbe des taux retrouve une pente normale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus rentable et c'est normal de prendre des risques à long terme que de placer son argent sans risque à court terme. Et les SCPI font partie de ce spectre de produits qu'on peut investir à long terme et qui procurent donc un rendement. Et les besoins des Français sont toujours là. Les Français, du fait sans doute aussi de ce qu'on traverse, épargnent beaucoup, ont besoin de placer de l'argent. Les problèmes de retraite en France ne sont pas complètement adressés. Et la SCPI, ça a toujours été considéré comme un couteau suisse qui permet d'avoir des compléments de revenus à la retraite. Donc normalement, l'épargne devrait revenir progressivement. Alors, je ne sais pas à quel rythme, mais en tout cas, ça sera sans doute le cas en 2025. Je vous ai entendu dire, une SCPI, on peut considérer ça comme un fonds de pension, quoi. Une certaine... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est un peu prétentieux. Ouais. J'ai toujours pensé que la SCPI était un fonds de pension à la française. Ouais, exactement. C'est de la retraite par capitalisation. Sans le dire, mais c'est là. Faite par les gens eux-mêmes. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter qui était avec nous en plateau pour évoquer l'investissement immobilier, le redémarrage du cycle et des investissements et la stratégie de Sofidy, directeur général de Sofidy, avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.